Lorsque le commandant de la compagnie E sembla paniquer et perdre pied, son remplaçant répondit à la crise de la manière la plus insensée imaginable. Certains considèrent la mini-série Band of Brothers comme la meilleure représentation de la Seconde Guerre mondiale à la télévision, voire la meilleure série télévisée tout court. Il y a une bonne raison à cela, car, tout comme le livre du même nom, l'histoire est tirée des véritables expériences de la compagnie E, également connue sous le nom de Easy Company. Comme le montre l'histoire, cette unité de parachutistes a surmonté les défis les plus éprouvants et insurmontables, influençant considérablement le cours de la Seconde Guerre mondiale et sauvant de nombreuses vies. 1 million d'histoires, de grand courage et de brutalité ont émergé de la Seconde Guerre mondiale, souvent de pair. Et les exploits de la compagnie E ne faisaient pas exception. Cependant, même les unités les plus célèbres ont toutes commencé au même endroit que celle-ci, à l'entraînement de base. Créée en 1942 à Camp Toccoa, en Géorgie, et commandée par le premier lieutenant Herbert Sobel, la compagnie E faisait partie du 2e bataillon du 506e régiment d'infanterie parachutée de la 106e division aéroportée. Bien que Sobel ait pu être le bon choix, il était assurément sévère. Dire qu'il a mis son unité à rude épreuve serait un euphémisme. Avant même qu'il ne s'entraîne comme parachutiste, les exercices rigoureux et, selon certains, tyranniques de Sobel transformèrent son unité en certains des militaires les plus en forme physiquement, bien que ressentis. En fait, la compagnie finit par sauter l'entraînement physique à l'école de saut, car ils étaient déjà en excellentes conditions. Par la suite, ils passèrent beaucoup de temps à se préparer. Après avoir terminé leur entraînement en Géorgie, la compagnie E traversa l'Atlantique et s'installa à Wiltshire en Angleterre à la fin de 1943. À ce moment-là, la planification de l'opération Overlord était déjà en cours, et les forces alliées préparèrent leurs hommes et leurs ressources pour envahir la Normandie. Ainsi, la compagnie E passa la plupart de son temps à attendre l'opération. Pendant ce temps, cependant, des préoccupations commencèrent à émerger. Juste en dessous de Sobel se trouvait le second lieutenant Richard Winters, qui commença à s'inquiéter de la capacité de son supérieur à assumer ses responsabilités. Outre la tendance de Sobel à discipliner durement les hommes au moindre prétexte, Winters avait des inquiétudes concernant son leadership. Bien que Sobel fût un excellent officier d'entraînement, plusieurs problèmes, comme de mauvaises prises de décision, n'inspiraient pas beaucoup de confiance. Il n'était pas le seul à penser ainsi. Naturellement, les tactiques de commandement autoritaire de Sobel ne lui valurent que la haine de ses hommes. Ce mépris grandit au point que non seulement Winters se demandait si le premier lieutenant serait fiable au combat, mais les autres hommes également. Sans compter que beaucoup dans la compagnie E préféraient ouvertement le commandement de Winters. Bien sûr, Sobel n'était pas ravi de cette situation. La dynamique tendue entre Sobel et Winters était difficile à ignorer, et finalement, Sobel décida d'agir. Après que Winters eut négligé d'exécuter les ordres de Sobel concernant l'inspection des latrines, Sobel aggrava inutilement le conflit, accusant le second lieutenant de ne pas avoir exécuté un ordre légal. Winters, cependant, n'allait pas laisser passer cela. Winters savait que Sobel avait une dent contre lui et estimait que la sévérité de la discipline imposée était injuste. Par conséquent, il aggrava le problème et demanda qu'un conseil de guerre examine l'accusation. En conséquence, le commandant du bataillon, le major Robert L. Strayer, décida de mettre l'affaire de côté. Cependant, Sobel restait insatisfait. Avec l'accusation mise de côté, Sobel aurait pu laisser la situation des latrines de côté et continuer professionnellement. Cependant, l'amertume entre les deux officiers était trop forte, et il déposa une autre accusation contre Winters le lendemain. À cause de cela, Winters fut quelque peu éloigné pendant l'enquête, car il fut transféré à la compagnie de commandement. Heureusement,
Winters avait des soutiens loyaux. La haine envers Sobel parmi les hommes de la compagnie E et leur soutien à Winters ne passèrent de pas inaperçus pendant l'enquête sur l'accusation. Il se trouve qu'un petit groupe de sous-officiers de l'unité formula un ultimatum choquant. Ils menacèrent de démissionner si les supérieurs ne remplaçaient pas Sobel par un nouveau commandant. Bien que cette loyauté fût admirable, tout le monde ne la voyait pas ainsi. Bien que beaucoup estimaient que la menace des sous-officiers était justifiée, elle équivalait néanmoins à une tentative de mutinerie. 2 sergents de peloton menèrent cette décision. En conséquence, l'homme qui reçut cet ultimatum, le colonel Robert Sink, les punit en conséquence. Il rétrograda Terence Harris et Myron Rennie au rang de simples soldats et les affecta à d'autres compagnies. Cependant, il avait entendu leurs préoccupations. Bien qu'il ne pût tolérer les actions des sous-officiers de la compagnie E, le colonel Sink ne pouvait pas non plus ignorer le grave problème de leadership de l'unité. Les hommes n'étant pas timides quant à leurs plaintes et les accusations exagérées de Sobel contre Winters n'amélioraient pas sa réputation. Ainsi, Sink transféra Sobel à un poste de commandement dans une nouvelle école aéroportée en Angleterre. Cela élimina la dynamique tendue entre les lieutenants de la compagnie. En fin de compte, comme pour la première accusation, la seconde charge de Sobel contre Winters n'alla pas beaucoup plus loin que son enquête. Le colonel Sink mit le conseil de guerre de côté et permit à Winters de retourner à la compagnie E, où il reprit son poste de lieutenant. Malgré tout cela, Winters ne pouvait nier l'impact de Sobel. Bien que l'animosité entre Winters et Sobel fût évidente, selon Winters, elle était bien plus unilatérale qu'il n'y paraissait. Il déclara plus tard qu'il ne s'était jamais considéré en compétition avec Sobel et qu'il attribuait en réalité une grande partie du succès de la compagnie E à l'entraînement rigoureux que le premier lieutenant leur avait imposé. Bien que l'humilité et le leadership de Winters lui aient valu le respect, il ne reçut pas le commandement immédiatement. Winters était de retour avec son unité. Mais malgré le respect et l'admiration que les autres hommes avaient pour lui, il ne reçut pas le commandement de l'unité. En février 1944, en remplacement de Sobel, le premier lieutenant Thomas Meehan rejoignit la compagnie E en tant que nouveau commandant. Après leur transfert hors de la compagnie E, les anciens sous-officiers Harris et Rennie devinrent Pathfinders. Cela signifiait qu'ils seraient parmi les premiers au sol lors de l'invasion de Normandie, ce dont Rennie n'était pas ravi. Juste 5 jours avant la mission, grâce à une lettre adressée à Winters demandant à revenir, Rennie fut transféré de nouveau à la compagnie E. Mais s'il avait su l'horreur qui l'attendait, il n'aurait peut-être pas été aussi enthousiaste. La compagnie E avait un rôle essentiel à jouer dans le cadre plus large de l'opération Overlord. Les forces alliées choisirent un chemin près de Utah Beach pour les hommes arrivant par bateau, appelé Causeway 2. Quelques heures avant l'invasion, la mission de la compagnie E était d'atterrir dans la zone, d'éliminer tout obstacle et de prendre ses entrées. Bien sûr, certains hommes ne prirent pas la planification aussi sérieusement. Le premier lieutenant Meehan dirigea une grande partie de la planification de la mission de la compagnie E avec 3 autres officiers supérieurs. L'un de ces officiers, le sergent Carwood Lipton, révéla plus tard que, tandis que lui et les autres passèrent la veille de l'invasion à s'angoisser sur les plans de bataille et les scénarios possibles, les hommes de la compagnie E firent quelque chose de plutôt surprenant. Ils allèrent au cinéma. Enfin, l'heure du lancement arriva. Prête à lancer l'invasion, la compagnie E se divisa en plusieurs groupes, ou sticks, avant de monter à bord de leurs avions respectifs. Les supérieurs qui formaient la section de commandement de la compagnie E, y compris Meehan, furent assignés à l'avion numéro 66 et entreprirent leur mission. Malheureusement, c'est là que tout prit une tournure dramatique. Arrivant avant l'invasion amphibie alliée,
L'avion 66 volait en tête d'une formation en diamant avec 3 autres avions. Horrifiquement, leur formation se brisa lorsque des tirs antiaériens au-dessus de la France touchèrent le numéro 66, provoquant une collision avec une haie. Une explosion dévastatrice suivit, et tragiquement, il n'y eut aucun survivant. Heureusement, les autres avions furent de plus chanceux. Les 3 autres appareils de la formation de l'avion 66 transportaient plusieurs autres membres de la compagnie, dont l'un assista à l'accident de première main après avoir sauté de l'avion 69. Ed Mauser, membre du 2e peloton de la compagnie E, vit sa perspective bouleversée lorsque les forces de l'hélice de l'avion le frappèrent au visage, provoquant un violent coup du lapin, mais lui offrant une vue glaçante du triste sort de l'avion 66. Cet événement malheureux entraîna un changement de leadership. Bien qu'il n'ait pas été témoin de l'accident d'avion et ne savait donc pas que le premier lieutenant Meehan avait péri, Winters savait que ses supérieurs étaient au moins portés disparus. En tant qu'officier le plus gradé présent, il prit le commandement de la compagnie E, alors qu'ils se regroupaient et avançaient vers Causeway 2. Puis, ils poursuivirent la mission. Le jour J était en cours, et au milieu du chaos, Winters était devenu le chef de facto de son unité et reçut l'ordre suivant de la compagnie E. Face à la simple déclaration « Il y a du feu le long de cette haie, occupez-vous-en », Winters et sa compagnie visèrent une batterie allemande à proximité et désactivèrent 4 pièces d'artillerie lourde. Bien sûr, ils firent face à une forte opposition. Ensuite, l'objectif était que les Alliés prennent Sabiachet, la ville de Carentan, ce qui permettrait aux Alliés de transporter des provisions entre Utah et Omaha Beach. Bien sûr, les forces allemandes n'ignoraient pas cet avantage tactique. Elles firent donc de la défense de la ville l'une de leurs priorités. Naturellement, les Alliés rencontrèrent des problèmes stressants, commençant 4 jours après le jour J. La bataille de Carentan dura du 10 au 14 juin, période pendant laquelle l'avance de la compagnie E sur la ville ralentit à cause d'une embuscade mortelle. Ayant fait des progrès significatifs dans leur mission, la compagnie E et 2 autres se dirigeaient vers le sud-ouest, à l'extérieur de Carentan, le 12 juin, lorsque des tirs ennemis les arrêtèrent net. Soudain, les choses empirèrent. La compagnie E et ses alliés s'empressèrent de se défendre contre l'attaque surprise allemande. Cela devint bientôt encore plus difficile, car aux tirs des escouades ennemies s'ajoutèrent des barrages de chars et de mortiers. Cependant, tout ce qu'ils purent faire initialement fut de se mettre à l'abri. Bien que cela ne durât pas longtemps, selon les rapports, la brièveté de l'attaque ne la rendit pas moins cauchemardesque. Les Allemands frappèrent les compagnies en progression, durement et rapidement. Mais, à la fin de la journée, la compagnie E et ses alliés les surpassèrent. Ils avaient capturé Carentan et en payèrent le prix fort, le vacarme des cris et de l'artillerie, rapidement remplacés par les gémissements des hommes blessés, comme l'écrirait plus tard le sergent Donald Malarkey. Même alors, la compagnie E n'était pas une unité à sous-estimer. Le 13 juin, les forces alliées avaient capturé Carentan, mais la bataille n'était pas encore terminée. Les Allemands lancèrent une contre-attaque, perçant les lignes alliées, y compris celles des compagnies Dog et Fox, qui voyageaient initialement avec la compagnie E. Cependant, la défense de la compagnie E tint bon, résistant assez longtemps pour que les chars américains arrivent et repoussent définitivement l'ennemi. Mais cela ne se fit pas sans un lourd tribut, renforçant la réputation du leadership admirable de Winters. Il n'était pas du genre à envoyer ses hommes au danger pendant qu'ils restaient en arrière. Cela devint évident à la fin de la bataille, lorsqu'il n'en sortit pas indemne, ayant été blessé par un éclat de projectile ricoché à la jambe droite. Bien sûr, d'autres furent bien plus malchanceux. À travers le chaos du jour J et la bataille de Carentan qui suivit, la compagnie E subit un coup important.
En fin de compte, lorsque l'unité revint, le décompte final indiqua que 74 des 139 hommes d'origine étaient encore vivants et en bonne santé. Sur les 65 pertes, 22 hommes étaient là de morts au combat et 43 étaient blessés. Cependant, peu de temps après, ils furent de nouveau dans le feu de l'action. À l'automne 1944, l'opération Market Garden, finalement un échec, entraîna plusieurs engagements alors que les Alliés tentaient de briser l'emprise de l'Allemagne sur les Pays-Bas. L'un d'eux eut lieu dans la région des rivières du Bas-Rhin, où la compagnie E et ses alliés se dressèrent face à 2 compagnies allemandes et les forcèrent à battre en retraite. Heureusement, leurs supérieurs reconnurent leurs exploits. Bien que les 2 compagnies allemandes délogées se révélèrent plus tard être une diversion, la compagnie E repoussa avec succès une force ennemie de 300 hommes. Pour commémorer leur acte audacieux et leur manœuvre habile contre une force numériquement supérieure, le colonel Robert Sink leur décerna une citation pour leur bravoure au combat. Leurs exploits ne s'arrêtèrent pas là, cependant. Également dans le cadre de l'opération Market Garden, la bataille d'Urnem eut lieu en septembre 1944, à l'issue de laquelle les Alliés perdirent. Cela entraîna la capture de milliers de parachutistes britanniques et polonais, tandis que plus de 100 restèrent bloqués et cachés derrière les lignes allemandes. Le mois suivant, les Alliés mirent au point l'opération Pegasus pour les secourir. Malheureusement, ils durent le faire sous le couvert de l'obscurité. Après avoir traversé le Bas-Rhin le 22 octobre et rejoint les hommes bloqués après la tombée de la nuit, un groupe d'ingénieurs royaux et de parachutistes américains les ramenèrent à la rivière pour l'extraction. Bien qu'ils fussent à plusieurs centaines de mètres en amont, une patrouille d'hommes de la compagnie E et d'ingénieurs repéra leur signal lumineux en forme de V, lançant immédiatement leur bateau. Ce fut globalement un succès. Après 20 minutes, la compagnie E atteignit la rive ennemie et remonta le courant. Là, ils rencontrèrent le groupe d'évadés, comprenant désormais plusieurs civils néerlandais et un groupe de Russes ayant changé de camp. La compagnie E aida presque tout le monde à évacuer à travers le Bas-Rhin, sauf un homme russe malheureusement capturé par les Allemands. Pourtant, leur bataille la plus éprouvante était encore à venir. Dans ce qui fut la bataille la plus vaste et la plus sanglante des États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale, la bataille des Ardennes dura du 16 décembre 1944 au 28 janvier 1945. Initiée. Lorsque l'Allemagne lança sa dernière grande offensive sur le front ouest, elle prit les Alliés par surprise, désormais dispersés entre la Belgique et le Luxembourg. Bien sûr, ils n'avaient pas prévu une telle résistance. Pour atteindre les routes essentielles au succès de leur campagne, les forces allemandes avancèrent près du village de Bastogne. Heureusement, la compagnie E était dans la région et reçut l'ordre de tenir sa position et d'arrêter la progression de l'ennemi. Malgré leur manque de nourriture, de munitions et de vêtements chauds, ils ne faiblirent pas. Lorsque le moment vint, la compagnie E passa elle-même à l'offensive. Un mois plus tard, les Alliés avaient déjà prouvé que l'Allemagne était du côté perdant de sa campagne. La compagnie E reçut des ordres pour la prochaine étape de la contre-attaque alliée, capturant la ville voisine de Fouille, en Belgique. Cet effort se fit sous un nouveau leadership. Sous le commandement du lieutenant Norman Dyke, la compagnie E commença son assaut sur Foy à 9h00. Alors que le reste de l'unité avançait, Dyke ordonna au premier peloton de se diriger à gauche. Malheureusement, comme le premier peloton n'avait pas de radio, Dyke ne pouvait pas communiquer avec eux sans crier pour qu'ils reviennent. Puis, les choses commencèrent à s'effondrer. Alors que le premier peloton se séparait du groupe, le reste de la compagnie E tenta d'avancer sur la ville jusqu'à ce qu'il soit sous un feu nourri des Allemands. Le lieutenant Dyke ordonna alors à ses hommes de s'arrêter et de se mettre à l'abri, ce qui aurait pu être une bonne décision s'il y avait eu un abri substantiel autour d'eux. Bien sûr,
ces hommes ne se privèrent pas d'exprimer leurs objections. Apparemment, tout le monde dans la compagnie E réalisa que rester sur place pendant que les Allemands tiraient sur eux était une mauvaise idée, sauf le lieutenant Dyke. Alors ces hommes essayèrent de le convaincre de continuer l'avance sur Foy, car rester à l'abri, comme des cibles faciles, mènerait probablement à leur mort rapide. Ils n'étaient pas les seuls à penser ainsi. Le manque de progrès lors de l'assaut de la compagnie E sur Foy attira l'attention de Winters, qui, bien que n'étant pas au cœur de la bataille, agissait désormais comme officier commandant du bataillon, validant les protestations des autres hommes. Il contacta immédiatement Dyke par radio et lui ordonna de continuer à avancer. La réponse de Dyke, cependant, fut diabolique. Au lieu d'ordonner au reste de la compagnie E de reprendre leur avance, comme Winters l'avait commandé, Dyke rappela le premier peloton et leur dit de contourner la ville pour la prendre de flanc. Après cela, il perdit prétendument tout sens du commandement ou de la stabilité. Après avoir trouvé un abri, il se serait complètement figé, s'immobilisant sur place. Cependant, selon un autre témoin, il ne s'arrêta que parce qu'il avait été blessé. Quelle qu'en soit la raison, ils avaient besoin d'un changement. Non seulement la compagnie E était désormais clouée au sol sous les défenses allemandes, mais deux autres compagnies attendèrent d'avancer sur Fou depuis différentes directions. Réalisation que Dyke n'était plus apte à commander la compagnie E, Winters le retira de la ligne de front et le remplaça par Ronald Spurs. Immédiatement, il montra sa valeur par des actions qui choquèrent l'ennemi. Désormais, sous un nouveau leadership et avec des hommes impatients de poursuivre la mission, les autres compagnies devaient être informées des ordres pour avancer sur Foy. Cependant, Spurs ne pouvait pas les contacter par radio. Alors, il mit sa propre vie en jeu. Sans hésiter, il courut directement à travers la ville, à travers les lourdes défenses allemandes, et rejoignit la compagnie de l'autre côté. Mais ce n'était pas tout. Après avoir transmis les nouveaux ordres et risqué sa vie dans un exploit apparemment impossible, Spurs le refit. Sprintant de nouveau à travers la ville et les défenses allemandes, il retourna à la compagnie E. Comme le premier sergent Lipton le déclara plus tard, Spurs ne survécut que parce que les Allemands étaient trop stupéfaits par son exploit pour appuyer sur la gâchette. Compréhensiblement, cette action ne passa pas inaperçue, démontrant une incroyable capacité à garder la tête froide sous pression et à diriger par l'exemple. Le premier lieutenant Ronald Spurs prouva qu'il était un leader né. Après l'assaut sur Foy, ses supérieurs le réaffectèrent comme commandant de la compagnie E, et il conserva ce poste pour la durée de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, il ne fut pas le seul à faire la différence. Lorsque toute la poussière et la fumée se dissipèrent, la compagnie E et ses alliés avaient chassé les Allemands et capturé Foy, contribuant à une victoire plus large. À la fin du mois, lorsque les Alliés arrêtèrent la campagne de l'Allemagne sur le front ouest, ils continuèrent simplement. Maintenant que les Alliés avaient repoussé l'offensive allemande, il était temps de porter le combat à l'ennemi. Avec un moral renforcé et un élan renouvelé, la compagnie E rejoignit le reste de son régiment et avança en Allemagne. En fin de compte, la 110e division aéroportée, dont faisait partie la compagnie E, reçut une citation pour ses actions. Comme le destin l'avait voulu, la Seconde Guerre mondiale toucha bientôt à sa fin. Alors que la guerre approchait de son terme, la compagnie E n'entreprit pas beaucoup de missions aussi dangereuses que les précédentes. Après quelques affectations de services d'occupation, y compris à Berchtesgaden, où se trouvait le nid d'aigle de Hitler, ils passèrent leur temps à effectuer plusieurs patrouilles jusqu'en 1945, lorsque la Seconde Guerre mondiale se termina et que le régiment fut dissous. Cependant, leur histoire n'était pas encore tout à fait terminée. Après leur dissolution, l'héritage de la compagnie perdura, ses actes de bravoure recevant éloges et respect. Mais cela alla encore plus loin.
Près d'une décennie plus tard, en 1954, l'armée réactiva la compagnie E pour en faire une unité d'entraînement. Plus récemment, en 2001, le livre et la série Band of Brothers mirent donc l'histoire de la compagnie E sous les projecteurs, avec de véritables interviews des survivants de l'unité. Merci d'avoir regardé History Exposed. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. Et n'oubliez pas de visiter notre page principale, Factinate, pour plus de faits fascinants sur tout.